YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. De mon côté, je vous retrouve aujourd'hui, alors en tenue un peu schlag, j'ai pas fait des efforts de ouf, j'espère que vous n'allez pas vous en formaliser, mais je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler un petit peu de ma pile à lire. Pile à lire, pâle pour les intimes, vous êtes familier du concept, vous savez que la mienne, elle explose de tous les côtés parce que j'ai beau lire très vite, je reçois aussi beaucoup de livres et surtout j'en achète beaucoup alors que c'est pas toujours vraiment nécessaire. Écoutez, ça me fait du bien au moral, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer quelques livres qui étaient dans ma pile à lire. Pas tous, bien sûr, parce que comme je le disais, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en faisant un petit tour en fait de ma pile à lire, je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient là depuis un moment, qui me tentaient beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un point ces livres dans ma pile à lire qui me tentent trop, mais en excluant les sorties récentes. Là, grosso modo, dans les livres que j'ai sélectionnés et donc que je vais vous montrer, je crois que le plus récent, il a genre 1 an, voire 2 ans. Non, 1 an je crois, mais les autres sont tous extrêmement vieux, hein, en termes de livres bien sûr, ils n'ont pas 30 piges non plus, mais en termes de vie du livre, à partir de 2-3 ans t'es déjà vieux, donc là, eux, c'est des vieux. Voilà, je sais pas pourquoi je m'appesantis comme ça pendant 4 piges, mais c'est juste pour vous faire comprendre que dans cette vidéo, vous n'allez pas voir des livres qui sont sortis la semaine dernière ou il y a 3 mois, mais des livres qui sont sortis bien avant, qui quand ils sont sortis m'ont trop tenté parce que je me suis dit yes, il me le faut absolument, je les ai ajoutés à ma pile à lire et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils sont toujours là, moi aussi, donc là on se regarde, ils me jugent et je propose qu'on passe donc au cœur du sujet. Je vais vous parler rapidement de ces livres, alors bien sûr je les ai pas lus, donc j'aurai pas toujours des trucs de ouf à vous raconter, mais j'espère que ça pourra me motiver à les lire parce que peut-être que vous les aurez lus et vous allez me faire un retour dessus et ça va me booster. Notez bien que je ne m'engage pas parce que je ne respecte jamais mes piles à lire, mis à part quand c'est mes piles à lire de service de presse, parce que du coup il y a une sorte d'engagement en fait de ma part, je suis un peu obligée entre guillemets, donc je fais en sorte de les lire assez rapidement, mais les autres, l'année dernière j'avais fait une pile à lire de relecture. Elle est passée à la trappe, mais genre totale. Donc je ne m'engage pas à lire ces livres de ma palle que je vous présente aujourd'hui, mais si ça pouvait me booster un peu à le faire, franchement, je ne dis pas non. Voilà, ça fait beaucoup trop de blabla. Passons donc aux livres. J'ai sélectionné 10 livres de ma pile à lire qui ne sont pas tout récents, mais qui me tentent trop. On va commencer par le plus récent justement. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. Vous le savez maintenant puisque j'ai lu l'autre roman de Clara Hérault qui s'appelle L'effet boule de neige. C'est une petite romance fake dating. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois sur cette chaîne donc je vais pas m'apesantir. Mais juste, celui-ci c'est l'autre roman de l'autrice, son premier. Et tout le monde dit qu'il est beaucoup plus sombre presque, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile, mais extrêmement beau et extrêmement touchant. Je crois que je n'ai encore jamais vu un avis négatif sur ce livre et toutes les personnes qui l'ont lu ont été bouleversées. Et je me dis... allons-y. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas mon cœur brisé par ce livre moi aussi? Je suis très impatiente de le découvrir. Et alors lui, ça fait depuis sa sortie qu'il est dans ma pile à lire, donc il est sorti en 2021. Ah non, en 2023 en fait. Avril 2023? Ah mais attendez, il est en train de fausser toute mon organisation pour cette vidéo. Damn! Bon bah je le laisse quand même, hein. C'est le seul livre que vous verrez de cette sélection qui a moins d'1 an, du coup, voilà. Ah, je pensais pas qu'il était aussi récent. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon ticket de dédicace pour Montreuil. Parce que du coup, à Montreuil, j'ai pu aller le faire dédicacer par Clara. Enfin, bref, j'ai gardé ça en souvenir. On va le glisser là. Je disais donc que je ne pensais pas qu'il était aussi récent, mais voilà, en 5 minutes de vidéo, j'ai déjà plombé tout mon concept. C'est pas grave, on fait comme si de rien n'était et on enchaîne. Donc Nos plus belles années, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Jade et Ambre qui entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les 2 meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent chacune à sa façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo. Il est beau, charmant et populaire, il va surtout se révéler dangereux. J'ai très peur et en même temps j'ai très hâte. Je ne pense pas être déçue par le style de Clara Hérault parce que j'avais énormément aimé l'effet boule de neige et cette manière de construire les personnages, ses relations, son style d'écriture tout simplement. Donc hâte de découvrir ça. Deuxième livre de ma pile à lire qui date, je pense que lui, je me trompe pas trop en disant que ça fait un bail qu'il est sorti. J'ai quand même vérifié parce que je commence à me connaître un peu. Hein, j'ai pas un très bon historique avec mon estimation des dates de parution. Bon, il est sorti en anglais en 2018. Et il est sorti en 2019 en poche. Non mais ça va, là je suis dans les clous. Il s'agit donc de Briar University, le tome 1 de Ellie Kennedy, qui est celle qui a écrit bien évidemment
J'allais dire Campus Driver, mais pas du tout Marie. Allez, on se concentre. Qui a écrit Off Campus, donc The Deal, The Mistake, The Goal, The Score, je sais plus comment il s'appelle. Cette série Off Campus se passait sur le campus de Briar University et suivait une génération de joueurs de hockey à la fac. Et leurs histoires d'amour, leurs copines, tout ça, gros coup de cœur, vous le savez. Et là, en fait, on suit la deuxième génération. Une fois que la première génération est partie, eh bien, c'est ceux qui prennent la relève. Donc, on a déjà eu des petits aperçus d'eux dans la saga Off Campus. Et là, on se concentre vraiment sur eux. Et ce qui permet notamment d'avoir des aperçus des gars de Off Campus. Donc, moi, je suis là pour ça. Hein, si on peut voir Garrett, je dis pas non. Mais du coup, celui-ci en particulier, c'est le premier tome dans la saga parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et on suit les personnages de Colin Fitzgerald, que tout le monde appelle Fitz, et de Summer, qui est du coup la petite sœur de Dean dans la saga Off Campus. Bon bref, vous avez compris, il y a des liens entre les sagas, bien évidemment. C'est de la romance, je m'attends à ce qu'il y ait du smut parce qu'il y en avait dans Off Campus. Mais voilà, j'ai trop envie de retrouver le style de l'autrice, ce style bien cliché, ces situations qui te font un peu lever les yeux au ciel, mais en même temps t'es en mode oui, c'est trop mignon. En plus, bon, voilà, il y a des joueurs de hockey, vous savez que c'est ma passion et ma faiblesse. Enfin, une de mes faiblesses. Donc le résumé dit que, on dit que les opposés s'attirent, et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer, parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. De son côté, Fitz n'est pas persuadé que cette fille solaire, sûre d'elle et en un mot magnifique, soit celle qu'il lui faut. Et pourtant, il va falloir qu'il s'y fasse car ils sont colocataires. Donc là, on a un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire on a un Grumpy Sunshine apparemment, on a une proximité forcée et du coup, c'est la sœur d'un de ses amis. Donc je sens que je vais kiffer, Celui-ci, c'était un livre que j'avais eu, vous savez, lors des opérations, t'achètes 2 livres de poche et le 3e est gratuit. Il faisait partie de la sélection des gratuits, donc bien évidemment, j'ai sauté dessus. Mais je ne manquerai pas de me procurer la suite de la saga. J'ai essayé de trouver combien de tomes il y avait en tout. Il y en a 4, c'est sûr, mais je me demande s'il n'y en a pas même 5. C'était une info qui ne servait à rien, puisqu'en fait, j'ai pas l'info. Donc trop hâte de retrouver mes joueurs de hockey. Est-ce qu'ils arriveront à détrôner Garrett, Logan et tous les autres? Je ne pense pas, mais on va leur laisser une chance. À partir de maintenant, il n'y a plus de romance normalement, à moins que je me trompe. Et un autre roman qui est dans ma pile à lire depuis une éternité, aussi un livre gratuit d'ailleurs. Pas du tout, celui-ci je l'ai bien payé. 8,70 €, je sais pas pourquoi je dis qu'il était gratuit. Je l'ai payé. Il s'agit de la version poche de La Marque des Anges et le premier tome s'appelle La Fille des Chimères. C'est un roman de Lenny Taylor qui est connue parce qu'elle a écrit Le Faiseur de Rêves qui est paru aux éditions Lumen. Je n'ai pas lu Le Faiseur de Rêves, je crois pas qu'il me tente plus que ça d'ailleurs. Mais par contre celui-ci, j'en entendais que du bien au moment de sa sortie. Forcément, moi, j'ai sauté dessus. Vous remarquez que j'ai pris la version poche, donc j'ai déjà attendu qu'il sorte en poche. D'ailleurs, je crois que la couverture est totalement différente entre la version poche et la version grand format, donc c'est peut-être pour ça que vous ne reconnaissez pas cette couverture. En même temps, je suis pas sûre de mon info ici, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Passons. Mais j'ai quand même attendu la sortie poche pour me le procurer et c'était, écoutez, j'ai envie de dire 3-4 ans. 2021 pour cette édition-là, donc ah ouais, 2012 pour la traduction française. Ok, le livre il est paru en 2011 en anglais, ça s'appelle Daughter of Smoke and Bone, peut-être que là ça vous parle un peu plus parce que c'est très connu sur les réseaux anglophones. En 2012, ça a été traduit par Gallimard et en 2021, c'est passé en poche. Donc il y a eu 10 ans entre le grand format et le poche. Est-ce que la saga n'avait pas fonctionné? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'en ai très peu entendu parler sur les réseaux français. Quoi qu'il en soit, en 2021, moi j'ai foncé sur cette version poche et je ne l'ai toujours pas lu alors que le livre a l'air ouf. Après, c'est une saga, je sais qu'il y a 3 tomes et un peu flemme de me lancer dans une saga quoi. D'autant plus que je suis pas sûre d'avoir vu passer les autres en poche. Donc si tout n'a pas été traduit ou passé en poche, c'est quand même un peu embêtant. Vous en conviendrez. De quoi ça parle? C'est de la fantaisie. C'est marqué sur Terre, des êtres ailés laissent des empreintes noires sur les portes. Ailleurs, une étrange créature collectionne des dents humaines. Super, on adore l'ambiance. À Prague, une étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre 2 peuples. Elle s'appelle Karou, elle a les cheveux bleus et remplit ses carnets en dessinant des monstres. Une question la hante, qui est-elle? Et la petite phrase d'accroche, c'est « Amour interdit, combat épique et espoir d'un monde nouveau », le premier tome d'une trilogie envoûtante. Écoutez, allons-y. Ça a l'air très très original, un peu spécial aussi, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ait aimé sur les réseaux anglophones et que moi je n'accroche pas. Donc espérons que je me ferai très vite mon avis. Autre petit livre de poche dans cette sélection, il s'agit de L'Empire des Tempêtes, le tome 2, ça s'appelle Bane and Shadow, et ça a été écrit par John Scovron et paru aux éditions Livre de Poche. Là en fait il y a une petite histoire derrière cette saga, c'est que j'avais acheté le premier tome totalement sur un coup de tête quand il est sorti, donc quand il est sorti en poche encore une fois, donc en 2016, non c'est pas possible.
Si c'est possible, remarquez. J'ai peut-être acheté le premier tome en 2016 ou peut-être un peu après, on s'en fiche. En tout cas, je me souviens quand je l'ai lu puisque c'était en 2020 et c'était genre avant, pendant ou juste après le confinement. J'étais trop à fond. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. C'est de la fantasy adulte, c'est extrêmement bien écrit, c'est un univers riche, c'est des personnages qui sont intéressants et tout en nuances. Bref, énorme coup de cœur. Donc bien évidemment, quand je suis rentrée chez moi après le confinement, qu'est-ce que j'ai fait ? Logiquement, j'ai acheté les 2 autres tomes de la saga. Depuis 2020, ils n'ont pas quitté mes étagères et je ne les ai pas lus. J'ai toujours envie de les lire, hein. J'ai toujours envie de continuer la saga. Le seul petit problème, c'est que maintenant, le premier tome commence à être très flou dans mon esprit. Donc il faudrait que je relise le 1 avant d'attaquer le 2, puis de lire le 3. Donc ça commence à faire beaucoup de conditions sine qua non pour continuer la saga, même si elle me tente trop. Faudrait que je prenne le temps, en fait, tout simplement, que je mette quelques services de presse de côté pour me consacrer à une relecture et à une lecture du tome 2. Je ne sais pas quand ce sera possible, mais en tout cas, c'est une saga dont on parle très peu sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle a le potentiel de plaire à beaucoup de gens. Je ne vais logiquement pas vous lire le tome 2, enfin le résumé du tome 2, je vais vous lire le résumé du tome 1. Hope est l'unique survivante du massacre de son village dévasté par les terrifiants biomanciens, serviteurs mystiques de l'empereur. Recueillie par un soldat Recueillie par un soldat, elle a suivi un entraînement secret faisant d'elle une guerrière qui ne vit que pour la vengeance. Red est un orphelin adopté par une ancienne mercenaire issue de la pègre. Il est devenu un voleur et un escroc au talent inégalé. Quand un chef de bande sanguinaire passe un marché avec les biomanciens pour contrôler les bas-fonds de la dangereuse cité de Laven, les destins de Hope et de Red se croisent. Leur alliance improbable va faire autant d'étincelles que de dégâts, une rencontre explosive pour le premier tome d'une trilogie au rythme effréné. Je me souviens pas de tout, hein, je vous le cache pas, d'où la relecture qui est nécessaire, mais je me souviens que j'avais surkiffé. C'était bien épique, c'était bien, on se tape dessus et on fait des plans et des complots et en même temps la petite attirance, l'univers vraiment très riche. J'avais kiffé, vraiment, j'avais kiffé. Et en fait, plus j'y pense et plus j'ai très envie de continuer ma lecture. Donc, va falloir un jour ou l'autre que je cède à l'appel de cette saga. En plus, j'aime trop les couvertures. Genre, oui, elles sont hyper classiques. Oui, elles ont rien de... Voilà, elles cassent pas 3 pattes à un canard. Encore une fois, on ramène le canard. Mais je les trouve efficaces. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est de la fantaisie comme j'ai envie d'en lire. Voilà, donc un jour, peut-être, j'espère. Autre livre de ma pile à lire qui traîne là depuis un petit moment. Je suis navrée pour toi. Autopsie de Kerry Maniscalco. Le premier tome s'appelle Whitechapel et en anglais je crois que ça s'appelle Stalking Jack the Ripper ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est une saga pour laquelle j'ai craqué parce qu'on en dit beaucoup de bien sur les réseaux anglophones. Oui, c'est ça, Stalking Jack the Ripper. C'est sorti en 2017 aux éditions Milan. Moi je l'ai pas acheté en 2017, je crois que je l'ai eu en 2021 ou quelque chose comme ça, mais en tout cas ça commence à dater un peu. Le résumé en dit pas beaucoup, c'est juste marqué: j'étudie le corps des femmes qui l'assassinent de sang-froid, j'assiste impuissante à la terreur qu'il fait régner sur Londres, je sens son ombre peser sur moi, ses sourires malsains, son regard de tueur, je pense connaître l'éventreur. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille dans une société où elle n'est pas censée s'approcher des cadavres, etc., qui va s'associer à un enquêteur pour mener l'enquête et trouver qui est du coup Jack the Ripper, comment il s'appelle, Jack l'éventreur. Je sais pas pourquoi j'ai voulu pas traduire. Je sais qu'il y a plusieurs tomes en VO, mais je crois qu'il n'y a que celui-ci qui a été traduit en VF. Donc je pense que je vais le lire. Enfin, je l'ai acheté, donc je vais le lire un jour. J'espère, mais si j'aime, j'achèterai sans doute la suite en VO, peut-être même que je rachèterai le premier en VO. Mais je pense que ce qui m'a légèrement freinée, c'est que j'ai déjà lu un livre de cette autrice, puisque j'ai lu Le Royaume des damnés. Si je me trompe pas, c'est la même autrice. Et vous avez peut-être vu passer mes vidéos sur ce sujet, j'ai pas particulièrement accroché au style d'écriture, à l'univers. Enfin, l'univers était intéressant, mais était mal exploité selon moi, donc j'ai eu un petit moment de, tu vois, de frein face à ce roman. Et j'ai très peur en fait que ce soit le style d'écriture d'autrice qui ne me convienne pas. Donc si c'est le cas, ça va totalement me gâcher cette lecture. Je pense que c'est aussi pour ça que depuis que j'ai lu Le Royaume des damnés, il a reculé un peu dans ma pile celui-ci, vous voyez. Mais écoutez, si tout le monde l'a kiffé, encore une fois, je ne vois pas pourquoi moi je ne kifferais pas, même si tout le monde a kiffé Le Royaume des damnés et pas moi. On verra, hein. Petite pause hydratation, puisque cette fois-ci j'ai pensé à me faire une petite tasse de thé. Et on enchaîne. Dans ma pile à lire, il y a Cassidy Blake, le premier tome qui est paru aux éditions Lumen. C'est bien évidemment un roman de V.E. Schwab. C'est un roman qui est beaucoup plus jeunesse apparemment que ce qu'elle a l'habitude de faire, même si le résumé envoie déjà un petit peu des vibes typiques de V.E. Schwab. Alors on est aux éditions Lumen, donc forcément le résumé est plus long que mon avenir.
Je vais essayer de le lire vite, peut-être même en sautant des passages, je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. C'est marqué: il y a 1 an, Cassidy a failli se noyer. Bon d'accord, elle s'est vraiment noyée, mais elle n'aime pas trop y penser. Depuis, elle a le pouvoir de soulever le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts et peut même s'aventurer de l'autre côté. D'ailleurs, son meilleur ami Jacob n'est autre qu'un jeune fantôme. Mais leur rencontre avec les spectres ne se passe pas toujours très bien, alors forcément quand ses parents se voient confier la présentation d'une émission télévisée sur les villes les plus hantées du monde, on ne peut pas dire que Cass soit très enthousiaste. En gros, après ils vont aller en Écosse, à Édimbourg, où la ville regorge de fantômes, et Cass va rencontrer pour la première fois une fille qui possède le même don qu'elle. Au fil du temps, elle comprend qu'elle a encore beaucoup à découvrir sur son étrange talent. Vraiment, celui-ci, je sais pas pourquoi il traîne depuis aussi longtemps dans ma pile à lire, parce que c'est écrit super gros, il est assez fin quand même, et je pense que je vais le lire, il fait même pas 300 pages. Je pourrais le lire très rapidement, donc je n'ai aucune excuse pour ne pas avoir déjà lu ce livre, qui est dans ma pile à lire depuis, pareil, 2022 je crois. Donc c'est un peu la honte. Je sais aussi qu'il y a plusieurs tomes, mais je crois qu'il y a 3 tomes. Si les autres tomes sont du même format, je pense que je vais les lire aussi très rapidement. Donc un jour, faudra quand même que je me lance, et il me tente trop, je sais pas pourquoi, c'est cette histoire de fantôme, en ce moment j'ai envie de ça, je ne peux pas le justifier, mais j'espère le lire très rapidement. Ensuite, dans ma pile à lire, alors là oui, comme vous pouvez le constater, il y a une histoire derrière cette différence de couleur entre les tomes. Je vous ai déjà parlé de La couleur du mensonge. C'est un livre que j'ai lu pendant le confinement en 2020. Et ça a été sans rire la meilleure lecture, je pense, de mon année 2020. Ce livre m'a retourné le cerveau, j'ai été happée, je l'ai dévoré. J'étais vraiment trop à fond, énorme coup de cœur. Encore une fois, fin du confinement, qu'est-ce que Marie fait? Hop, elle se dépêche de se procurer les autres livres. Et c'est à cette occasion que Agibert, elle tombe sur le tome 2 de La couleur du mensonge. La couverture est impeccable, franchement c'est nickel. Il y a juste du coup le livre qui a été exposé je pense trop au soleil et il est tout jaune sur le dessus. C'est dégueulasse, on est d'accord. Mais au fond, j'ai envie de dire, j'ai encore l'étiquette dessus, je l'ai payé 1 € juste parce qu'il était jaune. Donc bon, le calcul était vite fait. Dans ma bibliothèque ça ne se voit pas puisqu'il suffit de poser quelque chose dessus et c'est parfait. Bon après par contre le 3e tome je l'ai payé plein pot, enfin plein pot chez Lumen c'est 16 € donc encore ça va. Et je m'étais donc dit tu as maintenant toute la saga, tu vas pouvoir continuer et après cet énorme coup de cœur tu vas pouvoir enchaîner. C'était en 2020. Nous sommes en 2024 et je ne les ai pas touchés. Et le pire, c'est pourquoi je ne les ai pas touchés, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Je ne les ai pas touchés parce que le tome 1 a été un tel coup de cœur que j'ai peur d'être déçue par la suite. Je sais que c'est pas fondé parce que ça se trouve, le tome 2 et le tome 3 sont tout aussi bien. Et je sais que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et vous m'avez déjà rassuré à plusieurs reprises, mais en fait, avec le tome 1, j'ai placé la barre tellement haut que je suis terrifiée à l'idée d'être déçue parce que j'aurais trop peur que ça me gâche mon ressenti sur le tome 1 aussi, ce qui n'a pas de sens, je le sais. Donc je sais pas trop quoi faire parce que d'un côté je pense que je vais kiffer et j'ai envie de les lire. En plus maintenant le tome 1 est un peu plus flou dans mon esprit même si je m'en souviens quand même très bien parce qu'il m'avait énormément marqué. Donc peut-être que vu qu'il est un peu plus flou, la barre a baissé de quelques crans et je sais pas mais je sais pas. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Donc je voudrais lire le tome 2, bien évidemment, mais on verra. Je sais pas quand, je sais pas comment, et c'est pour ça qu'il fait partie de ces livres de ma pile à lire qui sont à la fois très vieux et que j'ai en même temps toujours très envie de lire. La couleur du mensonge, je vais vous en parler un petit peu, à défaut de vous parler du tome 2. De quoi ça parle? Pareil, on est chez Lumen, résumé plus long que ma pile à lire. Je vais quand même vous en parler très rapidement. En gros, le résumé nous dit donc: Ademora, ce sont les entremetteuses qui font et défont les unions, façonnant le paysage amoureux et politique du royaume. Et c'est à la capitale, lors du Concordium, que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. Mais sage, modeste orpheline recueillie par un oncle riche et respecté n'a rien du parti idéal. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse où l'attend une surprise de taille. Car si elle échoue lamentablement, la marieuse, amusée par son franc-parler et son sens aigu de l'observation, lui propose en revanche de devenir apprentie. Sa mission, c'est espionner les candidats au mariage en partance pour le Concordium. Accompagnée par un bataillon d'élite, Sage devra traverser le pays en compagnie des plus beaux partis de la province. Mais en chemin, leur escorte ne tarde pas à comprendre qu'ils sont tous sur le point de se jeter dans la gueule du loup. Le pays voisin prépare une invasion et chaque étape du voyage pourrait bien être la dernière. Spécialiste des missions de reconnaissance, l'un des membres de la troupe sollicite l'aide de Sage, or plus elle avance dans ses recherches et plus elle découvre horrifiée que tout le monde joue double jeu, et doucement, le piège semble se refermer sur elle. Identité secrète, machination politique, jeu de dupes passionné et romance incroyable. Aussi personnage incroyable, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette... Franchement, rien que d'y penser là, rien que de vous lire le résumé, je me suis re-hypée. Peut-être qu'il faudrait que je relise le tome 1 quand même. Parce que je me souviens trop du moment où il y a eu le plot twist de ma vie et où j'étais en mode... What the fuck?
Voilà. Bref, maintenant que je connais le plot twist, peut-être que je serai un peu moins choquée, mais j'aurais trop plaisir à relire le livre et à voir les petits indices qu'on avait semés. Ou pas d'ailleurs, peut-être que je ne les verrai pas non plus. Enfin bref, gros coup de cœur pour cette saga. Et ouais, je pense que je vais pas tarder. Bon, je vous dis ça, mais on en reparle très vite, hein, mais j'ai trop envie. Voilà, j'ai trop envie. Enfin, je me suis tellement excitée sur ce livre que j'ai l'impression d'être déshydratée alors que j'ai bu il y a pas si longtemps, quoi. Autre suite de séries qui traînent dans ma pile à lire depuis un moment et je n'ai pas vraiment d'excuses, il s'agit de Le Royaume de Cuivre, qui est donc le deuxième tome de La Cité de Laiton. Et j'ai pas d'excuses parce que j'avais kiffé le tome 1. Genre vraiment, c'était incroyable. Encore une fois, c'était il y a un petit moment que je l'ai lu et du coup, c'est très flou dans mon esprit. J'avais acheté le tome 2 dès sa sortie en mode « Ouais, le tome 2 est sorti, je l'attendais trop !» Et en fait, il est resté dans ma pile à lire depuis tout ce temps. 2021 aussi, c'est normal, on n'est pas dans l'abus par ici. Mais il faut dire que c'est une bricasse et en plus, comme je vous disais, aujourd'hui je me souviens des grandes lignes, je me souviens de certains éléments, mais il faudrait vraiment que je relise le tome 1 pour être sûre de ne rien louper et d'apprécier à fond et de comprendre à fond le tome 2. Or, comme vous pouvez le constater, ce sont des bricasses et ça nécessite du coup un peu de temps et je ne suis pas sûre de pouvoir me le dégager de suite, malheureusement. La couverture, elle est quand même oufissime. Celle-ci en particulier, parce que celle-là est magnifique aussi, hein, mais je préfère les couleurs de celle-ci. C'était ouf cette saga, je l'aime trop, enfin cette saga, le premier tome que j'ai lu en tout cas. Et de quoi ça parle? Pareil, je vous lis le petit résumé. Dans les rues du Caire du 15, 16, 17, 18e siècle, c'est des chiffres romains, j'ai toujours un peu de mal. Je disais donc, dans les rues du Caire du 18e siècle, Nari est la jeune escroc au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison, elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers les sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques Madrides. Des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Laiton. Donc c'était une réécriture de mythologie orientale qui était absolument incroyable avec des personnages qui sont extrêmement travaillés, qui sont très attachants, très intéressants. L'univers est déjà très riche dans le premier tome, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et je ne vois pareil que des coups de cœur sur cette saga. Donc il faut que je continue, mais voilà, pavé, relecture, temps, too many books, not enough time, vous connaissez. Dans ma pile à lire, il y a aussi Sky Hunter. Alors celui-ci, c'est peut-être pas aussi vieux que ce que je pense. 2020 en VO, certes, mais 2022, franchement, ça va, non? Par rapport aux autres, il s'en sort plutôt bien. Je crois que le tome 2, parce que c'est une duologie, est sorti d'ailleurs en 2023, donc c'est pareil, c'est pas si vieux que ça. On remarque que je n'ai pas le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai quand même été assez raisonnable parce que ça peut m'arriver d'acheter le tome 2 quand il sort, alors que j'ai pas lu le tome 1. C'est rare, mais ça m'arrive et je sais qu'avec ce livre, j'ai frôlé l'achat impulsif du tome 2 alors que je n'avais pas lu le tome 1. J'ai vraiment des gros soucis moi. Mais bon, je ne l'ai pas fait, j'ai résisté, c'est tout à mon honneur. Et celui-ci en fait, je l'ai acheté direct parce que c'était Marilou qui est l'autrice de Legend. Pareil, Legend, j'ai lu que le premier tome mais j'avais trop kiffé, j'ai jamais continué, allez savoir pourquoi. Mais je me suis dit que j'avais beaucoup aimé son style, son univers, etc. Et qu'il n'y avait pas de raison que je n'apprécie pas cette nouvelle saga que tout le monde encensait sur les réseaux. Je me rends compte que je suis quand même très influencée par les réseaux, en particulier les réseaux anglophones. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de les suivre aveuglement, mais pas tout de suite. Pour le moment, je vais continuer à craquer. Et puis après, quand il est sorti en français, beaucoup de gens l'ont kiffé aussi sur les réseaux francophones, donc je me suis dit, allons-y. De quoi ça parle? Eh bien de la terrible fédération Carenza qui a conquis de nombreux pays, faisant de Mara la dernière nation libre au monde. Les réfugiés fuient vers sa frontière pour échapper à un sort bien pire que la mort, la transformation en créatures mutantes connues sous le nom de spectres et qui sont envoyées par la fédération pour attaquer Mara. Taline, qui a perdu sa voix et sa maison dans le conflit, a trouvé asile avec sa mère dans ce pays qui la considère comme inférieure. Elle fait malgré tout partie de la force d'élite de Mara, les abatteurs, chargés de contenir la menace des spectres. Mais au fur et à mesure que le nombre de créatures augmente, la défaite semble inéluctable. Un jour, un mystérieux prisonnier est ramené du front. Taline sent qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Est-il un espion de la Fédération ou bien l'arme qui permettrait de les sauver tous? Toum 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 toum. Ça a l'air vraiment ouf. C'est marqué dans un monde brisé par la guerre. Un groupe de jeunes soldats est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Ça promet. Bon, la couverture comme ça, là, je suis pas particulièrement fan. Hein, on ne s'est pas foulé, selon moi. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mon avis. Mais c'est de la dystopie, et c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins envie de lire de la dystopie. Je ne comprends pas pourquoi il traîne dans ma pile à lire depuis aussi longtemps, d'autant plus que du coup, s'il n'y a que 2 tomes, c'est pas comme si je m'engageais sur une série à 47 tomes, comme c'est le cas d'ailleurs pour La Cité de Laiton, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes.
5 ou 6 même, avec des tomes compagnons. Enfin bref, je suis partie encore sur un truc super long. Que là, en 2 tomes, c'est torché, donc je sais pas pourquoi il traîne dans ma pile à lire depuis aussi longtemps. Mais il me fait toujours autant envie que le jour où je l'ai acheté, ce qui est plutôt bon signe. Et enfin, dernier livre que j'ai sélectionné dans ma pile à lire, il s'agit encore d'un livre de chez De Saxus, c'est Chasseur de flammes. Le premier tome, c'est Les sables d'Aria... Non, attendez, il y a les petits reflets là. Les sables d'Arawiya. Ça a été écrit par Hafsa Faisal et tout le monde en dit énormément de bien, que ce soit du coup réseau anglophone, réseau francophone. C'est un livre qui me tentait déjà quand il est sorti en VO. Et il est sorti en VO, je l'avais ajouté à ma wishlist directement quand il est sorti en VO. Il est sorti en 2020 en VO et en 2022 en français. Pareil, depuis le tome 2 est sorti en français aussi. C'est aussi celui-ci que j'ai failli acheter direct parce que je me suis dit bon, j'ai le 1... autant acheter le 2, mais encore une fois j'ai résisté. De toute façon il faudra que je l'achète, hein. Si je lis le 1 je vais vouloir lire la suite, c'est quasi sûr. Ça a l'air ouf, ça a l'air extrêmement bien écrit, ça a l'air riche, original, travaillé, tout ce que vous voulez. Donc évidemment je l'avais ajouté à ma wishlist, je l'ai acheté directement, il me fait toujours envie. Et je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas bien pourquoi. Au niveau du résumé, on part sur une petite phrase d'accroche qui nous dit « Les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient ». Rien que ça, moi je suis déjà à fond les gars. Mais je vais continuer quand même. Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nassir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nassir, qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son nombre de jour en jour, Zafira et Nassir sont envoyés chacun de leur côté récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leur voyage respectif, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'il recherche pourrait s'avérer plus dangereux qu'il ne l'imagine. J'avais un peu oublié le résumé, je vous l'avoue, mais du coup je me suis re-hypée en fait. Je vois des petites phrases par-ci par-là, là je suis vraiment à fond. C'est pareil, il vient de remonter dans ma wishlist. En fait, rien que le fait de tourner cette vidéo me remotive à lire la plupart des livres que je vous ai présentés. C'est plutôt cool ça. Après, je me fais pas d'illusions, il y en a 10 et mon planning de lecture est déjà hyper booké. Donc voilà. Mais en tout cas, Chasseur de flammes, j'ai trop envie de le lire. Voilà donc cette petite sélection parmi les livres de ma palle, des livres qui sont là, vous l'avez compris, depuis une éternité, mais qui me font toujours autant envie. Parce que ça m'est arrivé, c'est rare mais ça m'est arrivé d'acheter des livres, de les faire traîner et au bout de 2, 3 ans, 4 ans, me rendre compte qu'en fait ils me tentaient plus du tout et du coup de les revendre ou de les donner. C'est rare parce que j'ai quand même du mal de manière générale à me séparer de livres, mais en tout cas eux me font toujours autant envie que le jour où je les ai achetés. C'est très très fort quand on sait que certains sont là depuis des années. Et j'espère encore une fois trouver la motivation et le temps pour les découvrir très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que ça va encore plus me motiver à les sortir de ma pile à lire. Que vous les ayez aimés ou pas, hein, d'ailleurs ça marche dans les deux cas. Parce qu'ils peuvent sortir de ma pile à lire pour que je les lise, ou ils peuvent sortir de ma pile à lire pour retourner dans la nature. Non, en vrai, je pense que même si vous n'avez pas aimé le livre, selon les arguments que vous allez avancer, ça va me donner quand même envie de les découvrir parce que j'aurai envie de savoir si moi je vais accrocher ou si je vais avoir le même ressenti que vous. Enfin bref, quoi que vous disiez, ça ne pourra que me motiver, donc n'hésitez pas à lâcher vos avis en commentaire, vos avis ou les retours que vous avez eus. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre... Je sais pas s'il y a un emoji avec une sorte de liste. Je crois que oui, un peu les trucs to-do list ou une sorte de parchemin qu'on ouvre. Enfin en tout cas, quelque chose qui vous évoque une liste comme la liste de tous les livres de ma pile à lire qui serait beaucoup trop longue à énoncer. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je vous dis. Mettez un emoji qui vous rappelle une liste. Voilà. Ou une énumération. C'est de moins en moins clair ce que je vous demande. Mettez l'emoji que vous voulez. Voilà. On va faire comme ça. N'hésitez donc pas à commenter, à activer les notifications, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!